Et rebonjour, voici la deuxième partie sur le XVIIIe siècle, et cette fois nous allons aborder les révolutions et la guerre de 7 ans. On quitte le paysage théorique. Et tout d'abord, on va parler de la révolution anglaise, donc c'est un petit peu avant le XVIIIe siècle, c'est à la toute fin du XVIIe, en 1688. On l'appelle la Glorious Revolution, la révolution glorieuse, et on a le renversement d'un roi catholique remplacé par un roi protestant. Et ce roi catholique, en gros, voulait contrôler de plus en plus l'État et avoir un pouvoir de type absolu à la française. Il était d'ailleurs allié et soutenu par Louis XIV. Bien, ça se passe pas très bien pour lui. Il a le Parlement de Londres contre lui, et il va avoir surtout également la monarchie hollandaise qui vient soutenir le Parlement de Londres parce que cette monarchie hollandaise ne verrait pas du tout d'un bon oeil d'avoir un pouvoir anglais allié de la France. Ce serait pas du tout bon pour lui qui est à ce moment-là en opposition avec la France. Donc cette Glorious Revolution, elle va aboutir à l'établissement d'un système représentatif, le premier moderne équilibré en fait d'une très grande nation, avec un scrutin censitaire. Attention, on n'est pas encore dans le scrutin majeur, le scrutin large, masculin bien sûr, pour la Chambre des communes. Et puis petit à petit, on va avoir un pouvoir de plus en plus symbolique pour à la fois le roi qui reste dans les textes le représentant de la souveraineté, et également des pouvoirs de plus en plus symboliques pour la Chambre des Lords. Et puis le pouvoir va vraiment se concentrer à Westminster et dans la Chambre des communes. Le Premier ministre devient le véritable tête de l'exécutif, et il est élu par cette chambre basse, et il est également responsable devant celle-ci. Lorsqu'on dit qu'il y a une responsabilité devant la Chambre, ça signifie que la Chambre peut défaire ce pouvoir. En France, par exemple, le président n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale ni le Sénat, il ne peut pas le faire tomber politiquement. En revanche, le Premier ministre, lui, est responsable devant l'Assemblée nationale qui peut le destituer en votant une motion de censure. Et on a ce système-là qui est déjà présent en Angleterre à ce moment-là. Hop. Tout de suite, je parle de la guerre de 7 ans. Donc ce modèle anglais, juste un point, ça va devenir un véritable modèle pour une partie des Lumières françaises. On va s'en inspirer, on va vouloir une évolution du système français vers le système à l'anglaise. Et la conflictualité à la fois géopolitique, culturelle entre la France et l'Angleterre va trouver un point d'orgue dans la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans, je vous ai trouvé une petite carte, je ne sais même pas où je l'ai trouvée, mais bravo à la personne qui l'a faite, qui représente un petit peu les différents théâtres d'opération de cette guerre. Donc on est au milieu du XVIIIe siècle, en France c'est Louis XV qui règne, et ça dure de 1756 à 1763. Et selon beaucoup d'historiens, c'est en fait la vraie Première Guerre mondiale oubliée, parce qu'on se bat en Europe, où vous avez deux coalitions, une derrière la France, avec l'Espagne, avec l'Autriche, avec la Russie, et une autre derrière l'Angleterre, avec le Portugal et la Prusse. Et les deux systèmes s'affrontent, et vont s'affronter également aux Amériques, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie, notamment en Inde. Et les deux forces coloniales françaises et anglaises s'affrontent de tous les côtés pour tout simplement la domination des mers et la domination économique générale. Et c'est une victoire anglaise à la Pyrrhus, c'est-à-dire à la Pyrrhus, c'est quand la victoire est tellement chère, payée, qu'elle est presque comme une défaite dans ses conséquences, parce que l'Angleterre va devoir s'endetter énormément pour se battre. Elle a un système de dette publique et un système monétaire extrêmement performant. Il n'empêche que ça représente beaucoup d'argent ensuite à rembourser, et elle va commencer à monter ensuite les impôts dans ses colonies, notamment les colonies américaines, qui vont trouver là une raison de ne pas être très contentes. Et pour la France, c'est une défaite implacable, puisque une partie des colonies, notamment dans ce qu'on va appeler plus tard le Canada, passe sous domination anglaise, et il ne reste plus que quelques éléments qui restent sous domination anglaise. Elle perd complètement ses présences importantes en Inde, et l'Inde va devenir anglaise et va parler anglais en raison de cela. On avait Pondichéry par exemple, qui reste un des éléments de francophonie en Inde, avec notamment une école française, des liens universitaires, mais voilà, il ne reste plus grand-chose, c'est surtout l'anglais qui s'impose. Et l'anglais devient la langue du commerce international à la fin du XVIIIe siècle et tout le long du XIXe siècle, en raison de cette victoire-là. Car la victoire à la guerre de 7 ans va assurer un quasi-monopole
maritime militaire à l'Angleterre, et la flotte française va mettre des décennies à s'en remettre, et ne va jamais véritablement retrouver la puissance qu'a à ce moment-là la flotte anglaise. Donc, comme je vous l'ai dit, on a ces taxes qui augmentent sur les colonies américaines, et ça va petit à petit mener à ce qu'on appelle la Révolution américaine et la guerre d'indépendance américaine. Vous voyez, 65-83, c'est vraiment la phase d'après. Il y a un des principes dont je ne vous ai pas parlé pour la Glorious Révolution anglaise, c'est no taxation without representation. Pas de taxes sans représentation politique. On ne peut pas demander des impôts à cette personne et en même temps ne lui donner aucune voix au chapitre sur l'utilisation de ces impôts. Et les colons américains vont exactement utiliser cet argument-là pour dire qu'ils en ont assez d'être pressurés par la couronne britannique et de ne pas avoir de représentation à Westminster. Et même si les Anglais sont libéraux sur leur sol et sont une forme de république, eh bien, vis-à-vis de leurs colons, vis-à-vis de leur colonie, c'est une domination implacable, c'est un impérialisme assez brutal, et donc la guérilla américaine va petit à petit se monter, et avoir beaucoup de succès, puisque c'est très difficile pour une armée classique de faire face à des petites unités qui vont la harceler. Et surtout, les Américains vont bénéficier du soutien massif en hommes, en matériel et en argent de la part de Louis XVI et de la France. La France voit là un moyen de se venger de la défaite de la guerre de 7 ans et va mettre énormément d'argent dans cette guerre américaine qui est financée à 80% par des emprunts. Ça fonctionne très bien, et Louis XVI est très content, la France est très contente d'infliger cette grande défaite à l'ennemi anglais. 1783, c'est les accords de Paris, donc en plus la fin de la guerre et la reconnaissance des colonies américaines indépendantes se passe à Paris, donc l'humiliation des Anglais est totale. C'est l'histoire par exemple de Lafayette et de Washington. En face de la Maison Blanche, vous avez toujours le square Lafayette avec la statue de Lafayette, parce que les Américains, lors de l'établissement de Washington, ont voulu marquer le coup, ils ont voulu montrer la reconnaissance qu'ils avaient vis-à-vis de la France. La statue de la liberté envoyée par la France de la Troisième République à la fin du XIXe siècle est un échange supplémentaire qui fait référence à ce lien très fort entre les républiques américaines et ce qui est devenu plus tard la République française. Je reviens sur le XVIIIe siècle français. Louis XVI est alors, dans les années 80, un roi assez libéral en fait, totalement en rupture avec Louis XV et avec Louis XIV, et il est à la tête d'une monarchie absolue. Et pourtant, il va soutenir la liberté américaine, il va soutenir petit à petit des évolutions de son régime, il va petit à petit diminuer la censure, permettre une presse de plus en plus libre. C'est quelqu'un qui semble vouloir aller vers un modèle anglais. Alors, il semble vouloir aller vers un modèle anglais, et en même temps, vous avez cette influence de la guerre américaine, et surtout en 1787, vous avez à Philadelphie le vote de la Constitution américaine. Et ça, les Français le suivent énormément. Alors, dans la Constitution américaine, on a le principe fondamental qui est celui de la recherche du bonheur individuel. Chaque personne a le droit de rechercher son bonheur, quel que soit son bonheur. Et aujourd'hui, ça nous semble quelque chose d'évident. Quand on vit en Europe, aux États-Unis, ou dans ce qu'on appelle l'Occident, avec des gros guillemets. Mais à l'époque, c'est un coup de tonnerre, puisqu'à l'époque, on est plutôt dans un univers, dans le mental, dans lequel chacun a des devoirs envers sa famille, envers l'État, envers sa religion, et il n'est pas du tout question de chercher le bonheur, il est question de réaliser ce devoir. Or là, on a le bonheur qui est mis comme un projet politique, et qui fait une véritable changement, on va dire, dans l'univers politique du XVIIIe siècle. On retrouve dans cette constitution américaine, dans les débats qui ont lieu à cette occasion, une grande influence de Montesquieu. Montesquieu est cité, Montesquieu est débattu, et on aboutit aux États-Unis à un régime présidentiel avec un poids très important du Congrès. Le Congrès, c'est la Chambre des représentants et le Sénat. Et donc on a un pouvoir qui arrête le pouvoir, en fait. On a un président qui a besoin d'une majorité au Congrès pour pouvoir bien gouverner et faire les lois qu'il veut, faire les transformations qu'il veut. Et si ce président perd la majorité au Congrès, c'est très difficile pour lui. Et on a dès l'origine l'élection du président, 2 ans plus tard les midterms, les élections à mi-mandat, faites pour justement redonner la parole au souverain peuple pour savoir s'il valide ou pas le président, et en général il ne valide pas, et on a le pouvoir du président qui est limité. Donc on a une constitution
assez équilibré dans l'esprit de Montesquieu et des Lumières. Et puis à partir de 1804, on va avoir une Cour suprême américaine qui a tous les pouvoirs de contrôle de constitutionnalité a priori. Je ne rentre pas dans les détails, mais dès le tout début du XIXe siècle, les États-Unis sont dotés d'un état de droit très moderne dont l'Europe va être très influencée après la Seconde Guerre mondiale, et dans lesquels la Constitution doit contrôler et doit organiser les normes qui lui sont inférieures, à savoir les lois et les règlements. C'est un État fédéral, avec énormément d'États qui le composent, chacun de ces États étant en lui-même responsable d'un certain nombre d'éléments. Mais c'est aussi un État dans lequel on a l'esclavage, pratiqué dans les États du Sud, et on a déjà des frictions entre les États du Nord et les États du Sud, mais ces frictions sont mises en sourdine pour à la fois la victoire contre l'anglais, et puis ensuite la lutte pour l'indépendance et la montée en puissance des États-Unis. Et puis la conquête petit à petit de l'Ouest, ça va aller fin 18e et 19e siècle, et la lente agonie des natives, ceux qu'on a appelés par erreur les Indiens, qui sont des peuples avec énormément de richesses culturelles, certains sont nomades, certains sont urbains, et tout ça va être détruit, la population native va chuter de 90%, et à chaque fois, même s'il y a des accords passés, ces accords ne sont pas respectés par les Américains, et c'est une atrocité, c'est un crime contre l'humanité ce qui s'est passé contre les natives aux États-Unis. Dans ce nouveau système et cette nouvelle société, la propriété privée devient le seul élément de détermination légitime du rang social. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qui vous êtes, comment vous êtes né, n'a pas beaucoup d'importance. Ça va être votre richesse personnelle, vos biens, qui vont être le nouvel élément. Et à l'époque, au XVIIIe siècle, c'est extrêmement novateur, c'est extrêmement rafraîchissant, puisqu'il faut penser à l'Europe, aux sociétés d'Ancien Régime, dans lesquelles vous avez le poids des traditions, le poids des groupes sociaux, de l'histoire de chaque famille, beaucoup plus importante que ce que vous possédez encore. Même si c'était un petit peu... Déjà, la possession, c'est très important en Europe, évidemment, à ce moment-là, mais on a d'autres éléments. Le fait de fonder une société sur laquelle il n'y a que la richesse, qui est donc votre mérite, en tout cas c'est ce qu'on imagine, qui doit être la légitimité de votre rang social, apparaît comme extrêmement novateur et fait envier beaucoup de personnes en Europe. On arrive maintenant à la Révolution française, on est à la fin des années 80, il est temps. Et dans l'imaginaire français, la Révolution française tient un petit peu toute seule en dehors de tout autre contexte historique. Et c'est pourquoi j'ai préféré revenir un petit peu sur la Révolution anglaise, puis la Révolution américaine, pour montrer qu'il y a une forme de continuité également, que la Révolution française n'arrive pas comme ça. Ça en histoire, on appelle ça le courant atlantiste. Je ne suis pas complètement atlantiste, je ne suis pas complètement de ce courant non plus. Je pense qu'il y a une spécificité, une originalité propre à la Révolution française et à son contexte, mais décemment on ne peut pas considérer que la Révolution américaine qui arrive juste avant n'est pas importante, que des personnages qui ont participé comme Lafayette à cette Révolution américaine et qui arrivent en France avec des idées de constitution écrite et de droit universel ne sont pas importants non plus pour comprendre comment ça se passe. Très rapidement, la Révolution française commence par une crise financière, une crise de régime et de blocage des institutions. À partir de la fin des années 80, les fameuses dettes contractées pour la guerre américaine arrivent à échéance et le roi n'a pas les moyens de payer et l'État royal n'a pas les moyens de payer. Donc il va falloir transformer le système fiscal, c'est-à-dire intégrer les aristocrates, intégrer des personnes qui ne payaient pas d'impôts. Et ça ne se passe pas très bien. Il y a une révolte des aristocrates et de la noblesse dès 1787-88 par les parlements régionaux qui sont détenus par les aristocrates. Donc il y a ce premier blocage et le libéral Louis XVI va se faire de plus en plus autoritaire en fait dans la réaction vis-à-vis de cette révolte. Et on va avoir des manifestations par exemple d'ouvriers qui vont être réprimés dans le sang de façon extrêmement violente à Paris, juste avant 89. Voilà, et ça c'est des décisions de Louis XVI. Donc le roi libéral, mais en fait plus trop. Et il veut libéraliser son régime d'un point de vue politique, il veut le doter sans doute, on pense aujourd'hui, d'institutions à l'anglaise, mais il veut le faire selon ses termes, il veut le faire à sa façon, il ne veut pas laisser les autres le faire à sa place. Et donc ça c'est pour ça que la Révolution française va démarrer, elle démarre parce que Louis XVI le permet d'une certaine façon, militairement il aurait pu arrêter tout ce qui se passe à Paris, mais il ne le veut pas, mais petit à petit il va perdre la main. Donc comment ça se passe ?
eh bien, il appelle les États généraux, et les États généraux, à la base, ne devaient servir qu'à valider son plan de réforme fiscale et à faire payer les aristocrates qui, au bout d'un moment, l'ont accepté. Le Parlement de Paris vote le paiement des impôts par la noblesse dès fin 88, et donc tout le monde s'imagine que mai 89, ça va se passer assez tranquillement. Et ça ne se passe pas du tout tranquillement, en raison des pamphlétaires comme Sieyès, en raison d'une volonté du tiers-État et de la bourgeoisie de prendre une partie du pouvoir parce qu'elle paye des impôts et qu'elle n'y a pas accès, et on a la menace de destruction de la dette publique derrière. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette grande dette publique, eh bien, le roi de France pourrait tout simplement l'annuler, par exemple. Et ça, les révolutionnaires vont être très opposés à ça, et c'est l'une des raisons de l'explosion de juillet 89. Aujourd'hui, les historiens montrent que le week-end avant la semaine de juillet 89, le roi renvoie Necker, son premier ministre suisse très sérieux qui voulait protéger la dette, et il nomme des personnes qui disent à la fois qu'il faut reprendre en main militairement les choses de façon dure et qu'il faut annuler la dette. Et on a, dès le lundi, la proclamation de la municipalité de Paris en armes contre ce plan, et qui, on a les textes, menace quiconque osera toucher à la dette publique et à son caractère sacré sera mis à mort. Et Versailles met du temps à réagir, hein, les informations ne vont pas aussi vite que cela, et c'est dans cette semaine que se passe la prise de la Bastille. Et la fin de semaine aurait pu démarrer une guerre civile générale, et puis on a Louis XVI qui vient et qui calme tout le monde en allant désarmer tranquillement, parler à tout le monde, et le roi, c'est une sorte de figure un peu mystique qui calme même les révolutionnaires les plus enragés, et donc on va passer à une autre phase de négociation en fait entre le pouvoir royal et l'Assemblée nationale, et c'est cette phase qui va aboutir à l'été 89 avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est un peu prononcé dans l'urgence parce qu'on a ce qu'on appelle des révoltes dans les campagnes un peu partout, beaucoup de rumeurs, et l'Assemblée nationale veut calmer tout le monde en montrant qu'elle fait quelque chose et elle proclame ses droits universels, mais à l'origine ça devait simplement être des éléments de la Constitution qui étaient en préparation. Constitution qui sera adoptée en 1791, et c'est la première constitution écrite française, et en gros ça devient une monarchie à l'anglaise un petit peu, ça c'est l'objectif, avec un pouvoir partagé entre le roi et le parlement, donc on serait plutôt vers un régime semi-monarchique, semi-parlementaire, mais cette constitution de 91 va véritablement jamais fonctionner, et bien parce que d'abord le roi ne veut pas abandonner tous ses pouvoirs immédiatement. Il a du mal avec ça. On a une crispation du côté de l'Assemblée nationale également et des manipulations. On pense qu'une partie est payée par le roi, on va s'en rendre compte d'ailleurs. Donc voilà, ça se passe pas très bien. On a le problème religieux. Louis XVI est très croyant, catholique. Et petit à petit, l'Assemblée nationale va prendre des lois et des décisions pour séparer l'Église du pouvoir politique, et par exemple faire prêter serment les prêtres non au pape et non à la chrétienté mais à l'Assemblée nationale. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est quelque chose qui va entamer une grande rupture avec Louis XVI. Ça va aller jusqu'à la fuite de Varennes, qui est une tentative de fuite de Louis XVI et de sa famille, qui est un échec, il est rattrapé, et à partir de là, il est mort, hein, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a trahi la France. Pourquoi il fuit? Parce qu'il veut se mettre à l'abri à l'étranger avec les armées étrangères, parce que la Révolution française est en guerre avec la moitié de l'Europe. Parce que l'autre moitié de l'Europe est monarchiste, d'ancien régime, et ne veut pas de la Révolution française. Et la Révolution va devoir se défendre, inventer la conscription, c'est-à-dire que les citoyens n'ont pas le choix et doivent aller se battre, et défendre la Révolution. Le roi est mis à mort, une république est proclamée. Petit à petit, les premiers révolutionnaires qu'on appelait les Girondins vont également devenir militaristes et plutôt va-t-en-guerre et déclarer la guerre à l'Angleterre. C'est la France qui déclare la guerre à l'Angleterre. Et eux-mêmes vont tomber et vont être remplacés par on va dire des personnages plus égalitaristes autour d'une personne qu'on va appeler, qui s'appelle Robespierre, et c'est l'arrivée du comité de salut public avec des atrocités qui sont commises par la Révolution, d'autres qui sont commises contre la Révolution. C'est la guerre civile, c'est la guerre à l'étranger, c'est ce qu'on appelle la terreur également, c'est-à-dire la suspension des droits qui venaient d'être attribués par la Révolution, mais on va faire des procès expéditifs et on va massacrer des milliers de personnes.
Ça reste contenu, hein. Les historiens maintenant diminuent un petit peu on va dire le feu contre la terreur. Les guerres napoléoniennes ont fait 100 fois plus de morts. Mais voilà, Robespierre devient cette figure de la dictature rouge, la dictature égalitariste. Il tombe en 94, il est tué de façon assez ignominieuse d'ailleurs. On le blesse et puis ensuite on le soigne pour pouvoir le décapiter le lendemain. Donc c'est des souffrances absolument indignes. Et aujourd'hui, si ça vous intéresse, je vous conseille la lecture de Jean-Clément Martin, qui est un excellent historien qui écrit très bien et qui justement réhabilite un petit peu le cas de Robespierre en montrant qu'il n'était pas si extrémiste que ça. C'était plutôt quelqu'un qui essayait d'empêcher le dérapage trop révolutionnaire ou trop anti-révolutionnaire. Et les personnes de 94, selon lui, auraient organisé un petit peu sa chute et organisé la construction de son mythe rouge extrêmement noir pour pouvoir justement se dédouaner eux-mêmes des atrocités qu'ils ont commises sous la terreur. Et les gens qui arrivent au pouvoir en 94 faisaient déjà partie du pouvoir sous la terreur et ont parfois les mains beaucoup plus tachées de sang que Robespierre, mais en mettant tout sur le dos de Robespierre, ça permet de se tranquilliser un peu. Et 94-97, c'est un pouvoir plutôt bourgeois, socialement conservateur, qui veut installer la révolution et qui veut empêcher qu'on revienne au régime monarchiste. Et puis 99, c'est l'arrivée d'un triumvirat au pouvoir dont fait partie Bonaparte, et Bonaparte va très rapidement prendre la tête de ce triumvirat. Dans ce triumvirat, on trouve Séguès d'ailleurs, et en 1801, c'est l'Empire, et c'est autre chose. Donc la Révolution, c'est 10 ans en fait, c'est 1789-1799, c'est une période extrêmement riche. Là, je n'ai vraiment fait que effleurer le sujet. Et si ça vous intéresse, il y a des auteurs extrêmement forts pour vous emmener là, dans cet univers incroyable. Conclusion. Les Lumières et les trois révolutions se sont nourries les unes les autres. C'est-à-dire qu'à partir de la Révolution anglaise et de cette volonté d'aboutir à des nouveaux droits et un nouveau système politique, on va avoir une réflexion qui s'entame, notamment par Montesquieu, mais par d'autres par la suite, et pour réfléchir à un nouveau monde nécessaire et à de nouvelles institutions. Le XVIIIe siècle, ce grand siècle français, va prendre fin en deux temps. La domination française à la fois géopolitique, culturelle et intellectuelle et démographique, car la France est à ce moment-là la première nation d'Europe, eh bien elle prend fin d'abord, on l'a vu, par la guerre de 7 ans, une violente défaite qui met fin à son premier empire, et puis par Bonaparte. L'empire napoléonien a été une saignée démographique terrible. On a entre 800 000 et 1 million de morts, pour l'époque c'est gigantesque, de jeunes hommes en âge de se reproduire et de fonder une famille qui disparaissent entre 1800 et 1815. Et ça va courir tout le long du 19e siècle. Ça va être très difficile pour les Français à s'en remettre. C'est la raison pour laquelle les Royaumes-Unis passent devant en termes de population. Puis la Prusse, qui devient l'Allemagne, passe devant également en population. La France, en fait, dès le XVIIIe siècle, devient quasiment une puissance secondaire. Et elle n'est plus une puissance majeure. On va voir dans la prochaine séance au XIXe siècle comment elle tente justement de redevenir une puissance majeure par son empire colonial. 19e siècle, ça va être le règne de l'Empire britannique, ça va être une victoire de l'anglais en tant que langue du commerce. Le français va rester longtemps la langue des arts, la langue de la philosophie, mais on voit déjà le sérieux, entre guillemets, ou le pragmatique anglais qu'on apprend l'anglais pour faire de l'argent et pour avoir une carrière. Eh bien, ça commence un petit peu au 19e siècle et ça s'impose très clairement au 20e siècle. Et tout ça, ça part de la guerre de 7 ans. Merci de votre attention.